Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique. Eh bien, l'invité politique est Najat Vallaud-Belkacem, que je salue, ministre de l'Éducation nationale. Bienvenue, merci d'être venu sur l'antenne de Radio Classique et de LCI ce matin pour parler de la situation politique des 3 ans de François Hollande, évidemment de cette réforme des collèges dont tout le monde vous parle, ce qui à la fois vous enchante et vous exaspère. D'abord, est-ce que vous êtes certaine que le président de la République qui vous soutient contre les immobiles va vous soutenir jusqu'au bout? Je vous dis ça parce que vous, comme moi, on a de la mémoire. François Mitterrand avait soutenu Savary, il a fini par le lâcher. Jacques Chirac avait soutenu Luc Ferry, il a fini par le lâcher. Lionel Jospin avait soutenu Allaire, il a fini par le lâcher. Donc cette histoire, regardez mon sourire malicieux, est quand même une histoire complexe. Est-ce que vous êtes certaine qu'il va vous soutenir jusqu'au bout? Vous avez raison de vous replonger dans l'histoire. C'est toujours très instructif quand on mène des réformes du système scolaire. Ça sert notamment à se souvenir qu'à chaque réforme, il y a eu des invectives échangées, des contestations, des détracteurs qui ont parfois fait preuve d'une violence inouïe. Et quand on trouve la violence actuelle trop importante, il ne faut pas hésiter en particulier à retourner 40 ans plus tôt, au moment de la réforme Haby, pour se rendre compte que à ce moment-là, vous aviez des détracteurs de la réforme qui écrivaient des tribunes qui s'appelaient non au génocide intellectuel que prépare ce collège unique. Oui, mais pays. Ce que je veux dire par là, c'est que relire cette histoire-là calmement, avec du recul, ça doit nous inciter tous à retrouver un peu de mesure. Un peu de mesure. Que fait la réforme du collège? Va vous soutenir jusqu'au bout. Et d'abord. Oui, mais n'hésitez pas à le lui demander directement, ce sera plus simple. Moi, je peux vous dire que je soutiendrai cette réforme du collège et je la porterai, je l'assumerai de toutes mes forces, sans jamais faillir face à ceux qui ne proposent Comme on est à la télévision, je l'ai là, parce que rien. Vous allez nous dire encore que face à ceux qui voudraient qu'on reste sur le statu quo actuel. Mais Monsieur Durand, le statu quo actuel, c'est un collège duquel sortent un élève sur 4 sans maîtriser le français. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est un véritable naufrage. Ça, c'est un naufrage. C'est un naufrage qui n'a cessé de se creuser depuis en particulier 10 ans. Il y avait en 2002 13% de collégiens qui sortaient du collège sans maîtriser les fondamentaux. Il y en a aujourd'hui 25%. Que deviennent ces collégiens? C'est un dialogue entre nous, on est d'accord. On va essayer d'y comprendre un certain nombre de choses. Première comment peut-on dire, argument qui est lancé par beaucoup de gens, et ceux que vous avez appelés les pseudo-intellectuels, c'est de dire que eux, ils sont, finalement, ils le disent, partisans de l'élitisme républicain. Et je vais vous donner une liste de gens, par exemple, parmi lesquels on trouve beaucoup de gens de gauche, parce que vous êtes finalement la tutelle du concours général, c'est-à-dire ce qu'il y a de mieux en France. Adler, Bergson, Baudelaire, Rimbaud, Musset, Juppé, Pompidou, qui n'étaient pas des gens favorisés, Jean Jaurès, Léon Blum, tous ces gens-là, ils sont sortis d'élitisme républicain. Et c'est ça qui vous oppose. Monsieur Durand, d'abord, permettez-moi, faisons, j'allais dire, ça a été la gloire de la France. Soyons originaux dans cette émission et essayons de n'échanger que des arguments de bonne foi. Comme ça, au moins, ça éclairera ceux qui nous écoutent. Alors, juste en parlant de bonne foi, lorsque j'ai parlé de pseudo-intellectuels, c'était la semaine dernière, je visais ceux qui commentaient la réforme du collège et non pas la réforme des programmes, ce qui est 2 choses différentes, on en reparlera. La réforme du collège sans l'avoir lue, en lui faisant dire ce qu'elle ne dit pas, à savoir la suppression du latin, la suppression de l'allemand. Je visais ce faisant, je peux même vous le dire très nominativement, Pascal Bruckner, Alain Finkielkraut. Vous leur avez répondu d'ailleurs. Voilà qui je visais en parlant de pseudo-intellectuels. Je refuse. Mais les morts que je viens d'évoquer, qui ont fait la gloire de la France et qui sortent de l'élitisme républicain. Je refuse qu'on laisse croire que, ce faisant, je m'en suis prise à d'autres intellectuels qui font leur travail. Je pense en particulier à Pierre Nora, qui commente la réforme des programmes d'histoire et qui la commente à juste titre. Il a en effet une légitimité pour parler. Il est allé voir ce que disaient ces programmes et il apporte un éclairage qui est utile. Et d'ailleurs, je lui ai proposé, comme à d'autres historiens, de les recevoir la semaine prochaine pour travailler avec eux sur cette intention des totalement répondu. Vous-même, vous m'avez dit, on a un besoin de réussite et on a un besoin de sortir de ce que François Hollande appelle l'immobilisme, c'est-à-dire au fond de remettre un peu en cause l'élitisme républicain. Alors venons-y, oui. Non, mais sur ce point-là, parce qu'après on va parler de Nora, est-ce que vous considérez que ceux dont je viens de parler finalement, qui ont fait la gloire de la France avec ce nouveau système, on va pouvoir les modifier ou maintenir un élitisme républicain qui a toujours été le cas de l'école?
Alors, l'élitisme républicain, je suis pour. Chevènement, Juppé, Pompidou. L'élitisme républicain, je suis pour. Il suppose de donner à chaque élève les conditions et les clés de la réussite pour permettre que seul l'effort et le mérite les distinguent ensuite. L'élitisme dynastique, je suis contre. Qu'est-ce que l'élitisme dynastique ? C'est celui qui reproduit des avantages sociaux de certains en leur offrant toujours aux mêmes des classes de contournement, des filières sélectives, des offres de choix qui ne sont réservées qu'à eux. Pourquoi qu'à eux ? Parce que, de fait, seuls eux connaissent les codes, seuls eux savent comment ça fonctionne, et c'est ainsi qu'on se retrouve avec un collège à 2 vitesses tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Je vous fais une petite remarque. Tous les parents qui envoient leurs élèves, par exemple, dans les classes scientifiques, ils ne le font pas par goût des maths, ils le font par goût de la sélection. Vous êtes bien d'accord avec moi ? Oui, sauf que les classes scientifiques, précisément, ce ne sont pas des options. C'est ce qui est reproché aujourd'hui, par exemple. Ils ne le font pas pour la matière elle-même. Ils le font d'abord et avant tout pour distancer leurs camarades qui vont dans des classes littéraires, économiques, qui sont considérées comme... Donc il y a au fond de l'école... Oui, mais les classes scientifiques, Monsieur Durand, n'importe quel collégien, par goût des mathématiques, peut accéder aux classes scientifiques, bien sûr aussi par effort et par travail, puisqu'il faut les résultats. Vous savez très bien que, par exemple, dans les endroits qui sont vous pensez qu'il n'y a pas de collégiens qui aiment les maths et qui accèdent aux maths juste pour ça ? Mais vous savez très bien aussi qu'il y a quand même moins de gens qui entrent à Normal Sup Maths, qui viennent des quartiers défavorisés, que de gens qui sont effectivement des héritiers, ce qu'a écrit Bourdieu. Oui, donc on est d'accord. Donc il y a un problème. C'est pas pour ça qu'on arrête la sélection des maths. Non mais... Moi, ce que je veux arrêter, c'est l'existence de filières qui ne sont réservées qu'à quelques-uns. Je n'estime pas qu'une matière en tant que telle, qu'une discipline en tant que telle est sélective, qu'une discipline en tant que telle serait élitiste. C'est idiot de dire ça. J'estime qu'une discipline doit être mise à la portée de tout le monde, et en l'occurrence, les mathématiques sont à la portée de tout le monde. Il faut que le latin et le grec, puisqu'on estime que c'est pareil de toutes les vertus, soient à la portée de tout le monde. Ça peut vous intéresser. Je souris. Non, au contraire. Moi, je vais vous dire pourquoi non seulement ça m'intéresse, mais je trouve ça indispensable. Parce que le vrai problème de nos petits collégiens aujourd'hui, c'est la maîtrise du français, dont nous avons fait la priorité. Je reviens, je reste les Baudelaire, ils ont été lauréats du concours général de latin. Apprendre l'étymologie, apprendre la composition des mots, apprendre les fonctions grammaticales, ça passe par le latin aussi et le grec. Mais quand ils vous disent, par exemple, au fond, le problème, c'est que on va dispenser, et ça Pierre Nora le reconnaît, effectivement, toujours du latin, toujours du grec, on maintient la chronologie en histoire, il l'a écrit Pierre Nora. Mais ça va devenir un peu de la confiture tout fruit, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit des classes de haut niveau, ça va être un peu de latin pour les uns, un peu d'allemand pour les autres, alors qu'avant il y avait des classes bilingues, des classes latin-grec, etc., etc. C'est un argument quand même. En fait, c'est, je ne sais pas si c'est Pierre Nora qui dit ça, mais en tout cas, s'agissant de la droite qui a rédigé ce fameux courrier, dont vous devriez faire lecture tellement il est intéressant. Permettez-moi d'ironiser un petit peu. On va l'écouter, alors écoutons-le. Voilà, écoutez, Bruno Le Maire, il s'est exprimé à l'Assemblée nationale et Charlotte Gauthier donc l'a retrouvé après et il vous donne son point de vue, ce qui vous permettra de lui répondre. Bruno Le Maire. Il arrive que je les mette sur le trottoir ou dans les caniveaux. Tout le monde fait pareil, donc... Voilà, Bruno Le Maire, on va le retrouver. Merci de le retrouver. Alors, avant de le retrouver, je voudrais simplement qu'on aborde un deuxième point ensemble. Pardonnez-moi, mais je voudrais répondre sur la question du nivellement par le bas, sauf si c'est ce à quoi vous voulez venir. Absolument, la confiture tout fruit, quoi. C'est ce que, en effet, la droite nous reproche aujourd'hui. En fait, je voudrais essayer d'être clair pour vos auditeurs. Je l'ai dit tout à l'heure, le collège actuel va mal depuis des années. Vraiment, très mal. Il est en souffrance. Depuis des années, au lieu de le réformer en profondeur, pour permettre à l'immense majorité de réussir, tout simplement, on a pallié à ces difficultés en créant en son sein des îlots de bien-être pour quelques collégiens. Vous l'admettez. Précisément, les classes bilingues, les options latin, etc. C'est des îlots de bien-être où on met plus de moyens, plus de professeurs, plus d'heures de cours, etc. C'est ce qu'on appelle l'élitisme républicain. Voilà. Pour quelques collégiens. Et aujourd'hui, ce que fait la réforme, c'est que, parce qu'elle a la chance de pouvoir être accompagnée de moyens forts, 4000 postes de professeurs créés, c'est qu'elle donne ces opportunités, plus d'heures de cours, plus de latin, plus de bilinguisme plus tôt dans la scolarité, plus d'accompagnement personnalisé, plus de travail en petits groupes. Elle donne ça à l'ensemble des collégiens. Comment est-ce qu'on peut être opposé à cela ?
On ne peut être opposé à cela qu'à un seul titre, c'est vouloir préserver la possibilité qui existait avant pour quelques-uns, malgré tout, d'avoir un avantage comparatif par rapport aux autres en faisant mieux. Votre argument, mais on comprend très bien. Ça n'est pas acceptable. Pourquoi ça n'est pas acceptable? Parce que François Hollande appelle l'immobilisme. Parce qu'à l'âge du collège, enfin je veux dire, on parle de gamins de 11, 12, 13 ans, à l'âge du collège, est-ce que notre obsession, ça doit être de faire du tri sélectif pour en extraire quelques-uns et laisser les autres sur le carreau, les fameux 140 000 qui sortent du système scolaire sans qualification? Ou est-ce que notre obsession, ça doit être de garantir à chacun de ces élèves un socle commun de connaissances, de compétences et de culture qui soit véritablement acquis. C'est-à-dire ne pas laisser un enfant à l'âge de 15 ans ne pas savoir maîtriser le français, maîtriser les maths, maîtriser l'histoire. Pardonnez-moi d'être vulgaire. Pourquoi les syndicats gueulent? Pourquoi les intellectuels gueulent? Pourquoi des gens comme Jacques Julliard, que vous n'avez pas cité comme les autres, ne sont pas d'accord? Je vous lis quelques lignes de Pierre Nora, parce qu'on est là pour réfléchir. Ces programmes portent à l'évidence, parce que lui, ce qu'il reproche à Nora, c'est pas tellement le détail de tout ça. Il dit, au fond, c'est un changement de fond dans la culture française, et il fallait le dire par un texte politique bien clair. Ces programmes portent à l'évidence la marque d'une époque, une forme de culpabilité nationale qui fait la part belle à l'islam, aux traites négrières, à l'esclavage et qui tend à réinterpréter l'ensemble du développement de l'Occident et de la France à travers le prisme du colonialisme et de ses crimes. Et il vous rend hommage, vous l'avez pas hommage, mais en tout cas, il vous donne quitus quant au retour de la chronologie, etc., etc. Donc, c'est plutôt la question de fond qui vous oppose. On est en train de changer de culture, quoi. Et vous allez le recevoir, c'est vous-même qui me l'avez dit, donc il va vous le dire. Je vous le dis avant. Bien sûr, mais j'ai eu l'occasion de discuter longuement avec lui aussi. Moi, je vous l'ai dit, je prends très au sérieux ces remarques, et je redis ici, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, que la réforme des programmes, cette fois-ci, qui d'ailleurs vise aussi bien les programmes de la primaire que les programmes du collège, parce que pour l'instant on ne parle que de l'histoire au collège, mais enfin tous les programmes sont concernés. La réforme des programmes est conduite dans un premier temps par le Conseil supérieur des programmes, qui est une instance indépendante créée par la loi pour le faire, pour qu'il rédige ces projets de programme qui sont ensuite soumis à consultation des enseignants, tous les enseignants concernés par les matières. Après à vous, c'est vous qui allez et puis ensuite, je les validerai. Pourquoi est-ce que la loi... certaines critiques, vous allez les reprendre? Non mais, je vous réponds tout de suite. Pourquoi est-ce que la loi a prévu que ce soit sous l'égide d'une instance indépendante comme le Conseil supérieur des programmes, composé d'experts, de professeurs et de membres de la société civile, notamment des parlementaires de gauche et de droite? Pourquoi la loi a prévu que ce soit une instance indépendante qui fasse ces projets de programme dans un premier temps? Précisément pour que ce ne soit pas l'idéologie d'un ministre de gauche ou de droite qui l'emporte en tenant la plume. J'ai été enseignant, je sais ce que c'est. Le jargon lui-même de ce texte qu'on a ensemble, vous savez très bien, j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Par moment. J'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Comme vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure dans votre édito, j'ai entendu, le jargon, c'est quelque chose qui a toujours existé dans ce ministère comme dans d'autres d'ailleurs. Il y a une forme de technicité au métier d'enseignant qui fait que, oui, les syndicats enseignants parfois sont attachés à un certain vocabulaire. Moi, comme ministre, clairement, dans la phase finale, lorsque ces programmes enfin seront validés et officialisés... Voilà, je veillerai à ce que ce soit écrit en langage lisible et compréhensible par tous. On a dépassé, mais c'est important cette affaire, puisque beaucoup de gens considèrent que ça devient une véritable affaire politique nationale. Nicolas Sarkozy disait hier dans le Figaro, c'est une réforme détestable. Larcher dit il faut changer absolument tout. Des députés maintenant sont partis au combat à l'Assemblée nationale. Ils sont plus de 150. Je voudrais qu'on écoute enfin Bruno Le Maire. Vous pourrez lui répondre et on clôturera cette conversation car nous avons débordé. Je m'en excuse à propos à mes amis de LCI. Écoutons Bruno Le Maire et vous lui répondez. Moi, le combat que je mets est un combat pour la langue française, pour le maintien des racines de la langue française, de l'apprentissage du latin. Voilà, alors là, on va passer évidemment à une version courte, mais qu'est-ce que vous répondez à Le Maire? Détestable, dit Sarkozy, il faut tout reprendre, disait Gérard Larcher. Et même Julien Dray trouve ça approximatif. D'abord, pour commencer par la... Non, pardonnez-moi, je m'éclaircis la voix pour être... parfaitement audible. D'abord, pour commencer par la droite, moi j'ai un principe simple, c'est que faut être modeste dans la vie. Faut être modeste. Quand on appartient à une majorité qui a supprimé 80 000 postes d'enseignants dans l'éducation nationale, qui a mis fin à la formation initiale des enseignants en envoyant dans des salles de classe des professeurs non formés face à des élèves, ce qui a aggravé les difficultés du collège dont on parle aujourd'hui. Mais c'est pas le contenu.
Comment ça, c'est pas le Mais contenu? c'est pas le contenu. C'est effectivement les problèmes d'effectifs, c'est effectivement les problèmes d'organisation de l'éducation nationale, mais c'est pas le contenu. Là, ce dont parle le maire. C'est le cœur de la réussite des élèves que de savoir s'ils ont des enseignants devant eux et que de savoir si ces enseignants savent leur apprendre ou pas. Détestable, dit Nicolas Sarkozy, sur le fond. Je continue. Nicolas Sarkozy, vous en souvenez-vous seulement. Nicolas Sarkozy qui vouait aux gémonies La Princesse de Clèves, considérée comme une œuvre trop intellectuelle pour les classes populaires et les guichetières. Nicolas Sarkozy qui critiquait les épreuves de culture générale dans les concours de la fonction publique. Mais Nicolas Sarkozy n'a aucune leçon à donner. Aucune leçon à donner en matière d'éducation. Maintenant, je reviendrai parce que c'est le vrai sujet de fond et vous avez eu raison. Ce sera mon dernier mot. Je reviendrai sur le vrai sujet de fond qui est celui que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est au fond ce qui oppose la gauche et la droite, c'est cette question de la lutte contre les inégalités. Parce que là où la gauche combat les inégalités, notamment dans l'accès à la réussite scolaire, là où la gauche combat les inégalités, la droite en théorise la nécessité. C'est la différence entre nous. Et je voudrais juste terminer d'un mot en vous disant que ce que ne comprennent pas ces responsables de droite qui s'expriment ou qui font semblant de ne pas comprendre, c'est que ce sont les inégalités scolaires qui provoquent la médiocrité scolaire. C'est que dans un système où on a plus d'égalité d'accès à la réussite, plus d'égalité des chances pour tous les élèves, le niveau général s'élève. Tous les pays qui sont mieux classés que nous dans le concours, dans le classement PISA, par exemple, le savent, qui savent que lorsque on élève le niveau de chacun de nos petits écoliers, eh bien, on a à la fois ceux qui étaient en difficulté, qui sont tirés vers le haut et qu'on protège du décrochage. Dois-je rappeler ici que les petits décrocheurs français, ça nous coûte plusieurs milliards d'euros chaque année. Et pour quelle situation sociale, pour quels drames économiques? Est-ce qu'on n'aurait pas plus intérêt à ce que ces petits décrocheurs sortent avec une qualification, montent leur entreprise, créent de l'activité pour la croissance du pays? Mais deuxième point, que les syndicats sont contre, que Langue est réservé, que Hérault est réservé, que Chevènement est réservé. Et deuxième point, créer de l'égalité des chances à l'école et au collège, c'est aussi bon pour les meilleurs. Pourquoi? Parce que c'est en les challengeant qu'on les rend encore meilleurs. Ça n'est pas en les laissant dans l'entre-soi. L'entre-soi, souvent, encore une fois, fait de reproduction sociale, qu'on les rend meilleurs. Notre élite française n'est pas meilleure que les autres élites de pays qui ont compris qu'il fallait s'ouvrir davantage. Dernier point. Et si vous n'étiez pas dans le gouvernement, est-ce que vous feriez comme Christiane Taubira, qui a dit qu'elle aurait pu manifester, si elle n'était pas dans le gouvernement, contre la loi concernant le renseignement? À quoi elle joue, elle, depuis le début? Je suis là, je suis pas là, je suis à l'intérieur, mais je suis peut-être à l'extérieur. À vrai dire, je n'avais pas connaissance de cette déclaration de Christiane Taubira, mais je constate que la loi renseignement a été adoptée à une très large majorité. Ça, on est tous d'accord. Et que c'est un texte très utile à la fois pour notre protection et très protecteur des libertés fondamentales. C'est-à-dire de dire à la fois je suis à l'intérieur, mais je suis à l'extérieur, parce qu'elle est très attaquée, elle aussi, sur ce sujet-là. Vous l'êtes, elle l'est. Écoutez, il faudra le lui demander en direct. Vous avez suggéré l'interview François Hollande, je le ferai. D'accord. Voilà. Merci d'être venu ce matin parler de cette affaire qui est une affaire évidemment très importante. Ça concerne l'éducation de nos enfants. Bonne journée à vous et pardon à mes amis de LCI, ça ne se reproduira plus.